Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver, oui, jusque 18h30 en ce jeudi sur France Maghreb 2, en live bien sûr et sur la page Christophe Le Grand Forum, là où il se passe forcément quelque chose à l'image de ce qui s'est passé ce matin. On en parlera avec l'initiateur Philippe Boyaki. Méfiez-vous des imitations, ici c'est l'authenticité, l'originalité, c'est sur le Grand Forum bien entendu et nulle part ailleurs. Avec pour m'accompagner aujourd'hui la douce et belle Soraya Rachedi. Comment va-t-elle en ce 28e jour de Ramadan? Bah oui, 28e, et c'est le premier jour où je me situe dans mon jardin. Donc, ah ouais, on est sortis de nos retranchements là. Ah, c'est bien, c'est bien. Du côté de Nanterre, Habiba Big Dad, comment va-t-elle? Elle ne va pas, elle n'est pas là. Elle est là, elle est mais où? on ne la voit pas. Bah, regarde. Habiba, t'es où? Habiba? Voilà. Habiba. Bon, heureusement que Yasser Yalwati, il est là. Hein. Yasser Louati, il est toujours là, évidemment, au top, bien entendu. Comment ça va, mon Yasser? Très bien, et toi, Christophe? Bonjour tout le monde. Bonjour Yasser. Alors, Nabil, je t'explique, je suis à l'antenne. Pourquoi tu m'appelles? Je sais pas pourquoi. Voilà. 01 40 33 9000. Non mais, Nabil, tu sais, le jour du Ramadan, c'est pas terrible pour lui, ça lui va pas. Bon, allez, on est ensemble jusqu'à 18h30, les amis. On va parler de la Cisjordanie, puisque c'est le sujet à la une. Tiens, on va prendre directement, conscience. Enfin, on va prendre directement. Bien les résultats. J'ai du mal aujourd'hui, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de mal. Va falloir m'aider. On va prendre tout de suite la tendance de notre sondage d'aujourd'hui. La question du jour qui est annexion de la Cisjordanie. La bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur le Twitter, le Grand Forum FM2. Quelle est la tendance, mon cher Philippe? Attends, j'aurai le micro. Voilà. J'ai même pas salué d'ailleurs. Comment ça, mon Philippe? Très bien, tout va bien. Alhamdoulilah. Alors, la tendance de la ligne du LGF, 44,1%. C'est serré, hein? Voilà, contre 55,9%. Très bien. On verra ce que Soraya, Habiba et Yasser ont à dire. Et vous, auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez sur France Maghreb 2, à la radio, et vous souhaitez intervenir 01 46 36 19 05 ou sur les commentaires Facebook France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum. Alors, comment ça va, mon Yasser? Très bien, et toi, Christophe? Alors, le podcast. Le podcast, c'était Inconfinable racisme, publié lundi. Donc, je suis revenu sur les 2 mois et demi de confinement et les polémiques islamophobes qui les ont rythmés. Et je montrais comment ce que le 2 poids 2 mesures était toujours entretenu. C'est que d'un côté, les musulmans qui n'ont rien fait sont accusés d'avoir violé le confinement. Et lorsque des églises catholiques, lorsque l'épiscopat catholique, par exemple, fait pression sur le gouvernement et tient des messes clandestines, là, on n'en parle pas. Et je parlais aussi, on a aussi analysé le discours politique entre les déclarations de Laurent Nunez, qui dit que le confinement n'est pas une priorité dans les quartiers populaires. En gros, les vies des habitants des quartiers populaires ne sont pas importantes et ne valent rien. Pour au final montrer qu'il a fallu en fait maintenir une hystérie islamophobe. Pourquoi? Parce que les élites françaises, qu'elles soient politiques ou médiatiques, s'identifient aux réels violeurs du confinement, soit les églises, soit les bobos parisiens, mais par contre tiennent pour responsables des personnes qui n'ont fait que faire de leur mieux pour se tenir à carreau pendant le confinement. Donc c'est disponible sur les plateformes habituelles, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast. Ça s'appelle Inconfinable racisme. La classique criminalisation des racisés. Voilà, en fait, le problème, c'est que là, on voyait bien que les délits qui étaient, enfin, délits non, parce qu'il n'y a pas eu de loi qui était passée sur ça, mais par contre, les personnes qui violaient le confinement, que ce soit les bobos qui dansaient sur Dalida, ou bien les messes clandestines, ou bien lorsqu'il y a eu carrément une messe protestante. Dalida était égyptienne, hein? Pardon? Elle n'était pas égyptienne, Dalida? Bon, Italo-égyptienne. Voilà. Merci, bonjour Habiba. Donc, bonjour voilà. Que ça vient faire là. Mais par contre, on voit bien que le gouvernement, en tout cas, le ministère de l'Intérieur et les relais médiatiques, n'ont fait que donner une chambre d'écho ou agir en chambre d'écho à toutes les rumeurs d'extrême droite qui étaient lancées au départ dans des blogs inconnus. Et on voit que ces blogs inconnus prennent des proportions nationales pour imposer l'idée que les Arabes et les Noirs
ne respectent pas le confinement. Et bien sûr, je reviens aussi sur les violences policières avec ces policiers qui n'ont pas cessé de tabasser les jeunes des quartiers populaires. Et dans une France où maintenant, malheureusement, les violences policières, sont la norme. Ce n'est plus quelque chose qu'on cache aujourd'hui. Bon, vous savez qu'en ce moment, il y a une marche blanche pour Sabri à Argenteuil. Oui. Vous savez ce qui s'est passé, évidemment, ce jeune, une nouvelle fois, qui a eu un accident de motocross samedi soir. À Argenteuil, il y a eu quelques soirées de violence, pas plus tard qu'hier soir. Et aujourd'hui, donc, une manifestation donc silencieuse, marche blanche. Et a priori, donc, il y a quand même pas mal de monde. Philippe, on a des nouvelles, toi qui es maintenant implanté dans le milieu journalistique indépendant. Est-ce qu'on a des infos? Pardon, excuse-moi, parce que j'étais. De la marche blanche. On se calme. J'étais en train de gérer un invité qui va arriver tout à l'heure. Ça faisait des fous. Bon, quoi. Oui. Alors, surprise. Bah oui. Des nouvelles, bah ouais, ça marche. Ça continue de marcher. Bah non, on a vu les lives sur Christophe Le Grand Forum, Audrey. Malheureusement, non, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais visiblement, il y avait beaucoup de monde qui était à Robert Debré. Beaucoup de personnes ainsi que des gilets jaunes devaient rejoindre Argenteuil, sauf qu'en fin de manifestation, ça c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous invite à regarder les lives qu'on a fait tout à l'heure sur Christophe Le Grand Forum. oui, d'ailleurs, sur le live du Christophe Le Grand Forum, il y a eu une interpellation, visiblement, mon cher Philippe, à laquelle tu as assisté ce matin. Oui, alors on a un souci, on a un vrai souci. Il y a eu trois lives qui ont été faits ce matin avant 13h. Un premier vers les coups de 10h30, 11h moins quart. Nous étions sur le rond-point des Champs-Élysées avec le collectif des entrepreneurs, des salariés des entrepreneurs qui sont en colère et en danger, qui voulaient remettre différentes lettres, la même lettre mais à différents ministères, du travail, des sports, de l'économie et au Premier ministre ainsi qu'à l'Élysée. Donc ils ont été autorisés à dérouler leur banderole et puis on leur a dit bon allez-y, bonne balade. Sauf que en descendant de l'avenue Marceau, en bas de l'avenue Marceau, les mêmes qui leur ont dit c'est autorisé, bonne balade, les ont interpellés. Moi, je repartais pour faire autre chose et donc je retombe sur eux, contrôle, etc. Donc on filme l'interpellation. Alors ils attendaient les ordres. Eux, ils ont dit bah nous on va y aller quoi. Et donc on leur a dit oui, si vous restez là, de toute façon, on va vous verbaliser. Et conclusion, on les a gardés. Et du fait qu'on les a gardés, on a considéré qu'ils étaient restés là. Et donc, on les a verbalisés de 135 €. Ils ont été invités à quitter Paris, puisqu'ils venaient de la Franche-Comté et d'Alsace pour certains. Et surtout, ne pas se rendre aux différents ministères, ainsi qu'à l'hôpital de Bray, puisqu'ils voulaient conclure sur l'hôpital de Bray. Ils étaient en vélo, en vélib, enfin, truc mignon. Là, on croise Stéphane Steve Espic. Et je vous invite à aller sur la page, vous allez voir, c'est un homme qui mérite d'être connu, qui avait été interpellé 2 fois dans la matinée, qui avait même été percuté, qui avait déjà été fouillé au corps une première fois le matin. Et puis il me dit, moi j'ai une lettre à donner au président Macron. Et ça tombait bien puisque moi je repartais dans ce sens-là pour aller à Debré. Et donc vous verrez sur Christophe Le Grand Forum l'arrestation de Stéphane Espic et la mise en garde à vue. Voilà. On vous laisse découvrir le live. Voilà. Ouais, on vous invite à sur la partager. page. Alors, si je vous invite à partager, c'est pas pour faire monter les vues, ça, vous inquiétez pas, les gilets jaunes, ils vont Oui, aussi. Oui, Ouais. non, mais les 2 premières vidéos que je vous ai citées là en préalable n'apparaissent plus sur Christophe Le Grand Forum. Et la vidéo de l'arrestation de Stéphane Espic, je l'avais partagé sur mon compte personnel et pendant que j'étais en live, bon, alors moi aussi bien évidemment j'ai eu le droit à un contrôle qui a été assez propre, sauf bon les petits gradés ont été un petit peu ronchons, mais ça c'est pas grave. Et je ne la voyais pas apparaître sur mon fil. Voilà, et je ne la voyais pas apparaître sur mon fil. Donc j'ai demandé aux personnes qui me suivaient de la partager pour que justement il y ait masse. Et il semblerait, d'après ce que j'ai compris une fois que on était en off des records, c'est-à-dire que tout était éteint, que au niveau de Place Beauvau, au niveau de l'Élysée, au niveau de certains ministères, il y a des sortes de brouilleurs qui font que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et un contrôle direct ou en tout cas un accès direct à Facebook ou à Twitter pour je vais pas dire censuré, mais en tout cas, nos lives ont disparu. Et s'il n'y avait pas eu le partage des auditeurs et des auditrices en masse, donc nous, là, ça y est, là, on a sauvegardé la vidéo parce que j'étais en live, je l'avais pas enregistré, j'étais en live
pour être protégé en cas d'arrestation et d'effacement de mes données sur mon téléphone. Et voilà, il se passe des choses vraiment surprenantes. Et puis on a fini à l'hôpital Robert Debré, où vous pouvez voir nos différents lives avec une forte tension au moment d'arrivée de la Brave. Tout se passe bien, la Brave arrive, ça s'agite. Bah oui, forcément. Bon, on en parlait avec notre ami Louati de l'islamophobie. Une nouvelle fois, une mosquée qui a été taguée durant la nuit du destin. Regardez, ça se passe du côté de Cholet, les amis. Pendant la nuit du destin, vous avez dit. Ah oui. Oui, la mosquée de Cholet, donc taguée Oui, la mosquée de Cholet. durant la nuit du mosquée. Je vais au foot tranquillement. Du destin, pardon. Moi, je passe devant la mosquée. Genre, il y a un mec qui a tagué, vous serez fusillé. On est devant la mosquée. En plus, ce con, il a crié l'accent à l'envers. Et il s'est pas arrêté là, il a sauté et il est parti là. Et il a réécrit, vous serez fusillé. Cette fois, il a mis l'accent bien comme il le faut. 3 points d'exclamation, il souligne. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Alors, est-ce que Castaner s'est déplacé à Charlotti? Je ne crois pas. Non, et ça ne sera pas la première fois ni la dernière. On voit bien que la normalisation des violences contre les musulmans, c'est pas quelque chose de nouveau. Elles étaient déjà même prévisibles. On se rappelle les attentats qui ont été empêchés en 2019, ce qu'on appelle l'ultra-droite, qui n'est rien d'autre que l'extrême droite, qui prépare des attentats contre des imams, des femmes voilées, contre le rappeur Medine, et qui voulait empoisonner la nourriture halal. Donc il faut garder en tête que la menace contre les musulmans, elle est réelle. Et avant déjà de s'attendre à ce que le ministre de l'Intérieur rende visite à une mosquée qui a été taguée ou saccagée, il faut garder en tête que déjà pour commencer, des mosquées ont été saccagées par les forces de l'ordre pendant l'état d'urgence. Donc des violences contre les lieux de culte musulmans ont déjà été perpétrées par l'État lui-même et c'est passé crème. Il n'y a jamais eu de procès ni même de remise en question de l'état d'urgence et de ses pratiques. Maintenant, encore une fois, c'est que on le répète sans cesse sur France Maghreb, moi le premier, ainsi que les autres auditeurs, c'est que c'est aux musulmans de prendre leur sécurité en main et de se prendre en main et de cesser d'attendre que l'État vienne leur rendre visite. Il n'y aura pas de prise en compte sérieuse de l'islamophobie tant que les musulmans ne se mettront pas à travailler ensemble, main dans la main, et à éviter ces querelles de chapelle entre les uns et les autres, parce que les violences contre les musulmans, elles viennent aussi bien de l'État, comme je le disais à l'instant, et se préparent aujourd'hui par l'extrême droite. Il y avait encore un rapport qui est sorti le 11 mai dernier qui montrait une résurgence des violences d'extrême droite à travers l'Europe. Dans mon podcast en anglais avec une journaliste bosniaque, elle expliquait comment ce que déjà sur place en Bosnie, les appels au génocide contre les musulmans bosniaques reviennent dans les manifestations par les nationalistes serbes et que ces nationalistes serbes ont des liens aussi bien avec les pays d'Europe de l'Est que directement ici en France. Donc, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de la menace qui pèse sur les musulmans et que, à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure que la situation sociale en France se dégrade, les musulmans continueront à être pris pour les responsables de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et ce qu'on a vu dans cette mosquée, malheureusement, n'est qu'annonciateur de ce qui pourrait être pire. Mais c'est grave, les propos sont graves quand même. Les propos sont graves, mais je parle d'un constat qui est fait sur le terrain. Lorsque des attentats perpétrés par l'extrême droite sont démentés par le renseignement intérieur, est-ce que j'invente? Non, j'invente pas. Est-ce que des attentats ont été commis contre des musulmans en Europe? Il y en a eu, on l'a vu avec... Alors c'est où la moto là? Je sais pas c'est où. Bref. C'est chez Soraya ça. Ça peut être que chez Soraya. Elle habite dans le 93. Ça peut être que là forcément. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, on voit que oui. un commerce musulman a été attaqué. Et quand on voit le peu de réaction de l'État face à la violence d'extrême droite, on voit encore que les groupuscules identitaires paradent et envahissent des mosquées. On l'a vu, par exemple, à Poitiers. Leur jugement a eu lieu il y a quelques jours. Il n'y a pas eu de condamnation. Il faut quand même prendre la mesure que ces attaques répétées contre des musulmans et le sentiment de toute puissance et d'impunité ne fait qu'encourager d'autres passages à l'acte. Il faut garder aussi en tête que la criminalisation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, c'est quelque chose qui est maintenant au quotidien. Ce n'est plus on criminalise des groupes terroristes qui ne représentent pas les musulmans, c'est aujourd'hui les musulmans même. Ça veut dire que le papa, la maman, le père, le fils, la femme, la sœur ou je ne sais qui sont directement criminalisés parce qu'ils pratiquent la religion musulmane ou parce qu'on pense qu'ils la pratiquent. Et sincèrement, si je tiens des propos alarmistes aujourd'hui, c'est parce que ça fait des années qu'on prévient que l'État est de mèche
dans ces violences-là. On l'a vu encore une fois avec l'état d'urgence et les violences policières, mais on voit que l'extrême droite, lorsqu'elle agit contre les musulmans, ça ne révulse personne. Ces limites, on minimise. Donc aujourd'hui, l'appel est fait à celles et ceux qu'on appelle les musulmans, prenez-vous en main et cessez de remettre à d'autres personnes vos propres luttes. Habiba Bigdad, toi qui es Oui, toujours présidente des droits de l'homme des Hauts-de-Seine, c'est ça? Des trucs. ouais, non, c'est la Ligue des droits de l'homme, une Ligue association qui a plus de Voilà. 120 ans quand même. Donc, c'est quand pas même, le s'il vous truc. plaît. Non, parce que c'est vrai que droits oui. de l'homme, j'ai un peu de mal avec ce terme. J'ai du mal à imaginer que ça existe encore. Mais bon, tant mieux. La défense des droits en général. Écoute, moi, sur cette question de l'islamophobie, moi j'ai envie de dire, il n'y a qu'une seule action à mener, c'est l'action en justice. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. On a aussi un panel judiciaire qui est assez étoffé pour pouvoir dénoncer les attaques islamophobes, les insultes islamophobes. Là où je voulais mettre le doigt, donc mis à part des associations de défense de droits en général comme la Ligue des droits de l'homme, je voulais parler du CCIF qui est quand même qui est un peu le cœur, son cœur de mission de cible, c'est justement de défendre les musulmans ou les personnes d'apparence musulmane qui sont victimes d'actes Habiba, islamophobes. pardon, tu sais que tu parles à l'ancien porte-parole du CCIF, Yasser Louati, donc Oui, CCIF, non, mais- il connaît. Bah super, non mais très bien. Donc moi ce que je voulais dire par là, c'est qu'on entend beaucoup des gens qui criminalisent ou qui montrent du doigt cette association-là, justement parce qu'elle fait le travail, le vrai travail, le travail de défense des droits et dans la justice. Et je sais que beaucoup décrient cette association, alors qu'au contraire, on devrait tous la soutenir. Et moi je le dis personnellement et je le dis à mon nom et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Très bien, bah, tu l'as dit. Après, c'est vrai qu'il y a quelques interrogations sur cette association, non pas des gens de l'extérieur, mais des gens même de cette communauté concernant sa gestion, concernant ses positions, concernant plein de choses. Et on est en droit de se poser des questions aussi. L'objectif, non, excuse-moi, Christophe, juste te dire, l'objectif, c'est de défendre sur les textes de loi qui existent en France, d'accord? Oui, Donc, oui. tant que ce travail il est fait, c'est ça dont je parle aujourd'hui. Très bien. L'accompagnement Alors, jusqu'au bout. 01 46 36 19 05, les amis, si vous voulez intervenir par Internet aussi, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. On fait un peu de pub et on est de retour très vite. On va écouter aussi Soraya et aussi vous lire vos commentaires parce que vous interagissez en direct à la radio. Non, mais il y a Christophe Roux qui peut dire la Ligue des droits de l'homme, il parle de trucs, lui. Non, mais il y a quoi qui peut faire ça? Attendez, il y a quoi? 46 36 19 05, ça a changé aujourd'hui, c'est exceptionnel. D'accord. Bah oui, c'est jeudi, en même temps, c'est le Wati, il faut tout changer. À tout de suite. Ok. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, on reste en live, les amis. Formidable. Bon, Soraya, Oui, il n'y a pas que toi qui est fatigué pendant le Ramadan, je te dis honnêtement. oui, je le sens chez toi là. T'as un relâchement, mais c'est normal. T'inquiète. Dans 3 jours, ça sera un autre type de relâchement que je te souhaite. C'est ça, oui. Voilà. Alors, Soraya, donc sur ce qui vient d'être dit, et peut-être aussi prendre la température de nos auditeurs, spectateurs sur Facebook, France Maghreb 2, Oui, Christophe Le Grand Forum. un petit mot sur l'islamophobie. Bah, je rejoins ce qu'a dit Yasser. C'est pas la première et ni la dernière, enfin le dernier incident. Et en fait, moi, je voulais. Pour moi, l'islamophobie, c'est ce qui cache en fait la forêt. Tu vois, l'arbre qui cache la forêt, c'est l'islamophobie. Il faut pas croire que c'est l'islam qui dérange. Il y en a beaucoup qui pensent ça, et moi je suis contre cette idée que ce soit l'islam qui dérange. Pour moi, c'est une question de racisme, tout simplement. Comme tu disais tout à l'heure, Habiba, d'apparence musulmane, en vérité, je vois ce que tu veux dire, mais en vérité, ça veut rien dire, d'apparence musulmane, tu vois. En fait, c'est si t'es un arabe, quoi. Un arabe, et je vais étendre ça au noir. C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'un arabe qui n'est pas musulman, encore plus, il y a encore un plus gros problème avec les Maghrébins. Donc je l'étends à nos frères noirs, mais c'est vrai qu'il y a un plus gros problème avec les Arabes en France, et encore plus avec les Algériens. Tu vois, donc il y a une sorte d'hiérarchie de racisme et qui se comprend. La différence entre Algérien et Marocain. Moi, je le vois pas. Mais quand tu vois l'histoire de la France, on voit la différence entre l'Algérie et le Maroc. Oui, bien sûr. Voilà, c'est là que. Les racistes, ils font pas de différence entre un Algérien, un Tunisien ou un Marocain. Tête d'arabe, tête oui, d'arabe. maintenant, voilà, c'est un arabe. Mais ils assimilent souvent l'arabe à l'algérien, en fait. C'est ça que je veux dire. Et au passé qu'ils ont avec l'algérien.
Ah, vois ce que je veux dire, Passer, C'est oui, ça. bien sûr, les colonisations, etc. Ouais. bien C'est sûr. ça, exactement. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, si le Maghreb avait été bouddhiste, il y aurait eu un problème contre le bouddhisme en France aujourd'hui, tu vois. Ah Donc, bah je pense aujourd'hui. que tout découle de l'histoire. Et l'islamophobie, oui, c'est la manifestation pure et dure du rejet de l'autre, du rejet de l'ancien colonisé, en fait. Voilà ce que j'ai à dire sur ce Est-ce sujet. que Yasser appuie les propos de Soraya? En fait, c'est qu'il y a une synthèse entre les deux. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus acceptable qu'on dise sale noir ou sale arabe. C'est plus Ouais. acceptable. C'est ça. Donc maintenant, il y a eu une mutation de ce racisme anti-arabe qui était traditionnel, on remonte à l'ère coloniale, et ce viol interrompu par la libération algérienne, qui était la colonisation. Donc maintenant, on est passé à l'islamophobie. Il faut garder aussi en tête qu'en France, après 1945, lorsque l'antisémitisme a mené la France au suicide et qu'on s'est retrouvé avec des camps de concentration et un génocide perpétré contre les juifs à la main de l'establishment blanc, voire même catholique, on n'a pas dit, quand on a dit, pardon, plus jamais ça, ce n'était plus jamais le racisme, plus jamais le racisme biologique. Il a fallu, dans ce cas-là, reformuler la hiérarchie des races, et donc on est passé d'une supériorité biologique des Blancs vis-à-vis des autres à une supériorité des cultures et des valeurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on dit les valeurs judéo-chrétiennes. D'abord, ça ne veut rien dire parce que ce sont les chrétiens qui ont massacré les juifs à plusieurs reprises. Et donc, il n'y a pas de culture judéo-chrétienne. C'est juste un terme qui tend à disculper la majorité chrétienne de ces crimes historiques vis-à-vis des juifs. Et ensuite, on est passé de ces valeurs judéo-chrétiennes à les valeurs occidentales, les valeurs européennes, etc. Et l'islamophobie, étant donné qu'on se cache derrière la haine d'une religion pour justifier son racisme, ben c'est comme l'antisémitisme. Au début, c'était la judéophobie, c'est-à-dire la haine de la religion juive. On est passé à la haine de ceux qui pratiquent la religion juive et donc l'antisémitisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans. On ne peut plus leur dire sale noir, sale arabe, on leur dit les musulmans sont des terroristes, les musulmans posent problème. Or, c'est vrai. On peut aussi maintenant parler de la criminalisation de l'homme arabe et la perception qu'on en a dans la culture populaire. L'homme arabe est forcément un sexiste, un assoiffé sexuel, un terroriste, un voleur, un dealer de cam, etc. On ne verra pas, par exemple, même quand un arabe commet des choses magnifiques au bénéfice de l'humanité, on va remplacer son personnage par un personnage noir. C'est parce que c'est beaucoup plus acceptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme anti-noir. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans les racismes et l'homme arabe se trouve malheureusement parfois le plus criminalisé. Maintenant, il faut faire le lien entre les deux, mais l'islamophobie sert vraiment à légitimer l'expression du racisme qu'on ne pourrait plus avoir après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et tu as parlé de l'homme arabe et on va parler aussi de la femme arabe qui est, elle, hyper sexualisée et rangée au rang de dominée de l'homme arabe, justement. Ah oui, même la de femme l'homme arabe, occidental. libérateur blanc. Ou de la beurre. C'est le mot le plus recherché sur Abiba, Internet. Je te parle de vu par l'occidental, le blanc, le raciste. Donc il ne va pas se dire qu'il domine la femme, tu vois. C'est plutôt son homme qui. Mais quand on regarde les chiffres des violences faites aux femmes en France, eh ben. Non, je te parle d'une idée, en bien. fait. Même lui, ce qu'il a décrit en tant qu'homme arabe, c'est pas la réalité. Oui, heureusement, t'imagines. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que quand on regarde, non, mais on pourrait aussi penser que c'est aussi une certaine réalité. Et en fait, quand tu regardes les chiffres des violences faites aux femmes, quand on voit les gens de quel milieu ils sont issus, de quelle origine, et malheureusement, la minorité, en tout cas maghrébine ou noire, est vraiment une petite portion. Si ça avait été vrai, Abiba, on serait pas en train de parler de professionnels aussi. Non, mais alors là-dessus, je ne sais pas à quel chiffre tu te réfères, Abiba. J'ai reçu, par exemple, récemment Asna Alouache, qui est journaliste d'investigation. Désolé. Pub. Attends, bouge pas, Yasser. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, on est de retour à la radio. Merci d'être avec nous avec Soraya Rachedi, Abiba Bigdad, Yasser Louati. Et alors là, avant que nous reprenions l'antenne, très intéressant parce que nous en étions arrivés aux violences policières et Abiba Bigdad était en train de nous dire qu'il y avait des chiffres qui... Alors, rappelle-nous ce que tu nous disais, Abiba, ce qui a interrogé Yasser. Non, j'ai pas de chiffres, hein, mais la réalité de ce qui ressort dans les commissariats et dans les plaintes qui sont portées sur les violences faites aux femmes, il y a une minorité de personnes issues de l'immigration. Et quand on regarde aussi le niveau social des
des personnes qui sont touchées, ben, effectivement, c'est toutes les couches socioprofessionnelles sont concernées. Donc, c'est pas uniquement. Alors, pour la deuxième partie, oui. Par contre, pour la première, on a reçu, nous, une journaliste qui a fait un gros travail d'investigation au travers d'un livre. Et on s'aperçoit que tout le monde est bien représenté, y compris les Arabes, les Noirs. Enfin, il n'y a pas de différence pour le coup. Non, mais dans la violence. Surreprésenté, hein. Bien sûr, mais Non, mais tout le monde est bien représenté. Non, mais ramener à la proportion en France, on n'y est pas. Oui, en fait, ce que je veux dire, Abiba, c'est entre l'image qu'on a de l'homme arabe violent et qu'il n'y a que lui qui bat sa femme et la réalité du terrain, Oui. il y a une grosse différence, en fait. C'est ça. Oui, mais d'accord. Ok, j'ai bien compris. Bon, qu'est-ce que ça dit sur les commentaires Facebook, ma chère Soraya? Ça a réagi énormément. Donc, il y a Nadia Lachi qui nous dit Yasser, perso, je m'en rends compte et très bien compte de ce qui se passe dans ce pays de porc. Dans cette porcherie à ciel ouvert. Balance ton porc. Les porcs vivent dans une porcherie en principe, non. D'accord. Un pays de porc, c'est un peu quand même un peu limite, Nadia. Ouais, je crois qu'il est énervé, Nadia. Ouais. Dias Haït qui nous dit c'est à cause de la guerre d'Algérie. Nadia qui réagit encore. Christophe, quand un pays n'accepte pas et ne reconnaît pas son passé, il est appelé à le revivre. Et oui, c'est comme ça. Et ça n'envisage rien de très bon car la mentalité des musulmans d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas soumis. Très bien. Eh bien, vous continuez à commenter, bien sûr, sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. La question du jour, je vous la rappelle, annexion de la Cisjordanie. La bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Twitter, Le Grand Forum FM2. Et on en parlera dans quelques instants avec un invité surprise aussi et nos chroniqueurs, bien sûr, sur France Maghreb 2. On poursuit avec nos petites vidéos, notre zapping. Et Sébastien Chenu, vous connaissez le Front National? Eh bien, pour lui, organiser le deuxième tour des municipales au mois de juin, eh bien, c'est un risque. Un risque pourquoi? D'abstention massive, évidemment. Regardez et écoutez Sébastien Chenu. C'est qu'il faut assurer un maximum de conditions sanitaires pour ces élections municipales. Et donc, par conséquent, le mois de juin, nous restons très interrogatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Au-delà du fait qu'il soit difficile de faire campagne, je vous rappelle qu'on ne peut pas réunir 10 personnes, donc on ne peut même pas réunir son équipe. Les conditions sanitaires laissent un point d'interrogation pour le mois de juin. À moins que le gouvernement nous dise qu'il va équiper les bureaux de vote, etc. Il y a un point d'interrogation quand même sur ce mois de juin. Le mois de janvier n'a pas beaucoup de sens. Autant faire les choses au mois de mars, grouper les élections. Donc vous êtes pour des élections municipales avec les autres élections départementales, parce que ça permet aussi de dynamiser la municipale et d'éviter l'abstention, parce que le risque du mois de juin, c'est l'abstention massive. Ça veut dire de créer aussi des élus qui seront quelque part délégitimés par l'abstention. Quelle est la réponse du gouvernement? Le gouvernement apporte un prêt garanti de 5 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie dans cette garantie en matière d'emploi. C'est-à-dire que le gouvernement n'a aucune exigence. C'est très problématique. Moi, ce que je crois, ce que nous croyons au Rassemblement national, c'est qu'il faut protéger les emplois. Et pour cela, l'État est actionnaire à 15%. Il doit pouvoir redéfinir une... On arrête la propagande, mais juste pour voir, en tout cas, écouter ce que Chenu avait à nous dire sur les élections municipales et sur l'organisation du deuxième tour. C'est selon où on se trouve, si du côté du perdant ou des gagnants, qu'on réagit finalement quant à l'organisation du deuxième tour de cette élection. Quoi qu'il en soit, nous, on a toujours été contre depuis le début. D'ailleurs, depuis le premier tour, et on n'a jamais compris comment ce premier tour a pu s'organiser. Ceci étant, voilà, mois de juin, pour un deuxième tour des municipales, Abiba, ça te paraît jouable ou pas? Franchement, je suis partagée. Autant je pense que si un second tour doit se jouer, il faut le faire le plus rapidement possible. Autant je me dis que les conditions aujourd'hui sanitaires, elles sont pas réunies pour pouvoir avoir un réel scrutin. Déjà, le scrutin du premier tour, on peut déjà dire que, avec cette forte abstention, que les gens qui ont été élus à ce moment-là, ou les résultats obtenus, en tout cas pour ceux qui étaient juste au premier tour, sont des résultats nés dans un contexte quand même assez particulier. Je pense qu'au mois de juin, on y sera encore. En même temps, si on repousse à plus loin, c'est-à-dire qu'on refait les élections, c'est-à-dire on refait le premier tour et le second tour pour les 4 à 5 000 villes qui n'ont pas encore eu leur second tour. Et là, se pose la question de l'équité, en fait,
par rapport aux villes qui ont été élues au premier tour le 15 mars dernier. Et donc, on ne serait pas dans les mêmes conditions. Donc, voilà, moi, je suis un peu partagée. Bon, très bien. En tout cas, toi, tu dois être rassuré parce que ça veut dire, en tout cas, ceux qui ont été élus au premier tour vont pouvoir, j'allais dire, entrer en fonction avec leur nouvelle délégation. Donc, du coup, toi, tu vas pouvoir... Ah, mais moi, je ne suis plus élue. Ah non, oui, je passe à autre chose. Ah, je suis élue jusqu'à lundi prochain. Voilà, donc encore élue. Oui, il me reste encore quelques jours et après, c'est fini. C'est fini, voilà. On a un auditeur, je crois, en ligne au 01 46 36 19 05. Mon Fifi, on va prendre tout de suite la direction de l'auditeur, donc pour savoir ce qu'il a à nous dire. Bonsoir, qui est-il? Bonjour mon brave, comment tu vas, Christophe? Ah, bonsoir mon Karim, comment ça va? Ça va avec ce ramadan, tu vas bien? Ah bah écoute, on est bien, On commence un peu à fatiguer, je l'avoue. Hein. On va t'arriver au bout. Physiquement, enfin tout quoi. Ouais, je voulais te dire, Christophe, moi je suis d'accord avec tout ce que j'entends, parce que ce qu'ils disent tes invités, moi j'entends ça depuis 10 ans, hein, et c'est des constats qui malheureusement ne font que s'aggraver. Parce que moi je le vois autour de moi, bon moi tu connais mon âge, moi je suis passé par tout, moi j'ai 60 ans et je constate que je vis moins bien en France que quand j'avais 25 ans, alors que quand j'avais 25 ans, je pensais que quand j'aurais 60 ans, la France ça serait mieux. Mais je m'aperçois que plus ça va et plus c'est pire. Et je suis à peu près convaincu que les choses ne s'arrangeront pas. J'en prends pour exemple les Noirs américains, ça fait plus de 2 siècles qu'ils sont aux États-Unis, leur situation ne s'est absolument pas améliorée. Et on en prend tout à fait le chemin parce que on veut pas de nous. Moi, ce que je constate simplement, c'est que juridiquement, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas s'organiser. Il y a des gens qui ont essayé, parce que bon, moi par exemple, quand j'étais jeune, je votais communiste, j'étais convaincu que les communistes n'étaient pas racistes. Après, j'ai voté socialiste, etc. Et en fin de compte, j'ai toujours délégué ma voix. Et le jour où je me suis dit qu'en fin de compte, comme disait ton invité masculin, c'était Yasser, c'est ça, non? Oui, c'est Yasser, oui. Oui, il disait, il y en a marre de déléguer. Mais moi, j'aimerais bien ne pas déléguer, mais à chaque fois qu'on a essayé de monter des listes électorales, on nous a balancé le communautarisme, on nous a menacé de les dissoudre, chose qui a été d'ailleurs faite. Quand un homme politique vient à la télé et dit, écoutez, les musulmans, c'est des gens comme tout le monde, et moi, je vais les draguer l'électorat musulman comme d'autres draguent l'électorat, par exemple, paysan ou l'électorat féminin, aussitôt il est évincé parce qu'on traite de clientélisme. Quand on se prend, il n'y a pas longtemps, un ministre a dit, il va falloir éplucher les listes électorales pour voir il y a combien de musulmans, et sur les listes électorales, il y aura trop de musulmans, elle ne sera pas admise. Si juridiquement on ne peut pas se défendre, si physiquement on ne peut pas se défendre, je me demande qu'est-ce qu'on fait dans ce pays. C'est pour ça que moi, j'en suis arrivé à la conclusion, à 62 ans, je peux me permettre une conclusion, il n'y a pas d'autre solution que le retour au pays. Il n'y en a pas, et il n'y en aura jamais d'autre. Voilà, mais c'est son avis. J'ai vu réagir Habiba là, qui était énervée. Elle veut pas retourner. Attends, si vous voulez vous battre comme les Noirs américains pendant 3 siècles et sacrifier vos enfants, vos petits enfants, bah allez-y. Mais moi, je considère que l'avenir il est ailleurs. Merci mon Karim. Ouais, déjà, on n'est pas aux États-Unis. Ils ont quand même élu un Américain, un président noir. Donc, franchement, on est dans l'extrême aux États-Unis. Autant il y a des superbes réussites, autant voilà, il y a effectivement une criminalisation des Noirs américains avec beaucoup de violence policière. On le voit tous les jours et vraiment gratuite. On l'a encore vu la dernière fois, une jeune femme, je pense qu'elle est ambulancière, qui a été assassinée dans son lit alors qu'elle dormait avec son mari. Ils sont trompés de chambre et en fait d'appartement. Ils ont défoncé la porte, ils étaient noirs et ils ont tiré dessus. Voilà, il y a vraiment un réel souci aux États-Unis, mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu structurel par rapport à la circulation des armes et l'autorisation de porter une arme. Et bon, ça peut être un autre sujet. Mais franchement, il y en a beaucoup aussi qui sont pas binationaux et leur pays c'est la France, quoi. Donc je pense que pour beaucoup, il faut se battre et. Mais bien sûr. Voilà. Ouais. Bon, alors il y a certains. Oui, Soraya. Oui, désolée, mais enfin, je suis d'accord avec l'espoir d'Habiba, mais je suis aussi d'accord avec le constat que nous fait cet auditeur, en fait, parce que bien que beaucoup de Français soient d'origine immigrée, qu'ils n'ont que la France, tu vois ceux qui immigrent justement professionnellement, qui vont travailler. Je parle des racisés, hein, qui vont travailler à Dubaï. Qui vont travailler même aux États-Unis, au Canada, etc. Ils réussissent immédiatement. Et en fait, on voit qu'en France, il y a un plafond de verre
Ah, je suis d'accord. On a beau dire qu'on n'arrive pas à s'organiser, mais je pense que le principal problème, il n'est pas là. Il est au niveau de la structure de ce pays qui instaure et qui nous impose ce plafond de verre, en fait. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on arrête d'avancer et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est là qu'il y a des questions à se poser, en fait. Alors, on accueille, si vous le voulez bien, Abdelkarim Zitouni, qui est bénévole à l'association humanitaire, association que vous connaissez, en ex-CBSP. On a lancé depuis hier les journées de la générosité avec eux pour parler de parrainage équitable. Bonsoir Abdelkarim. Il est où Abdelkarim? Oui, pardon. Bonsoir Abdelkarim, comment ça va? Bonsoir Christophe et bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de France Maghreb. Alors, nous avons démarré donc depuis hier après-midi ce parrainage équitable. Qu'est-ce que c'est? Où en est-on? Est-ce que les auditeurs de France Maghreb 2 Abdelkarim sont à la hauteur de nos attentes? Eh bien, très bonne nouvelle. Vous avez d'excellents auditrices et auditeurs car ils ont été au rendez-vous, ils sont là et vraiment ils ont répondu avec force et avec générosité puisque là on a atteint pratiquement ou même dépassé les 40 parrainages, ce qui est incroyable. Ah ouais, machallah. Ouais. Donc voilà, c'est extraordinaire. Donc, et puis on a plus de 200, même non, le double de 400 dons qui ont été effectués. Là, c'est vraiment ils ont répondu très très positivement. C'est super. Bon, alors il faut pas s'arrêter en s'y penche pas, j'ai envie de dire. Il faut continuer. Rappeler, Abdelkarim, qu'est-ce que le parrainage équitable? Essayer de sensibiliser les auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Alors, ce petit mot, tout le monde connaît en général le parrainage. Ce petit mot qu'on a rajouté, équitable, voilà, fait toute sa différence. Car un parrainage, en général, c'est nominatif. On prend en charge un orphelin, on le connaît, on a le dossier, on le suit jusqu'à sa majorité. Aujourd'hui, nous voulons procéder autrement. Pourquoi? Le mot évoque toute sa force et puis toute sa signification. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit plus équitable. Il y avait certains orphelins, on s'en est aperçu, qui étaient mieux pris en charge que d'autres. Et on trouvait que ça, c'était pas très juste et pas très équitable. Là, maintenant, nous avons unifié ces caisses. C'est une caisse commune et qui sera partagée et distribuée équitablement vers tous les orphelins. Voilà la différence de ce parrainage. Et puis, les donateurs et donatrices ont apprécié. Et puis aujourd'hui, ça prend forme. Et puis, on est arrivé à plus de 2000. On a dépassé les 2000 parrainages depuis la lancée. Et aujourd'hui, on en a fait entre hier et aujourd'hui plus de 40. Donc voilà, on est sur une bonne lancée et il faut continuer. Et j'appelle toutes les auditrices et les auditeurs à se lancer et puis à rejoindre ce parrainage en allant sur notre site web www.h-terre-terre.org et puis ils peuvent, en allant sur l'onglet parrainage équitable, ils peuvent s'engager. Pourquoi c'est important? Et c'est une des meilleures actions, c'est notre action phare, parce que le parrainage équitable, c'est un parrainage, c'est une aide permanente. C'est-à-dire que ces enfants-là sont rassurés de savoir que le donateur s'engage pour une année au moins pour les prendre en charge. Donc voilà, c'est une aide est meilleure, même si elle est bien, un don provisoire et ponctuel, c'est toujours bien et toujours bienvenu, mais il y a meilleur que ça, donc c'est ce parrainage équitable qui est un don permanent, qui est à hauteur de 10 €. C'est la différence aussi, contrairement au parrainage passé, c'est qu'on peut participer à hauteur de 10 €, alors qu'avant, pour pouvoir démarrer, il fallait au moins 25 € pour un parrainage partiel. On appelait ça le parrainage partiel. Et un parrainage complet, c'était 50 €. Aujourd'hui, on peut démarrer à 10 €. On participe à cette caisse commune pour pouvoir répartir équitablement tous ces dons. Aujourd'hui, on a eu parmi ces 40, une personne aussi qui fait un don
qui a décidé de faire un don permanent de 250 € quand même. Donc voilà, Ah ouais. il n'y a pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite. Donc voilà, il y a de la générosité. Vos auditeurs et vos auditrices ont répondu présent et voilà, nous sommes très contents et j'espère que ça continuera. Eh ben oui, ça va continuer. En tout cas, il faut pas que ça s'arrête en si bon chemin, disais-je. 01 48 48 85 85 pour appeler, évidemment, pour renseigner. Même, pourquoi pas aussi payer en ligne, par téléphone. Et le site internet www.h-terre comme la terre.org. Abdelkarim, qui sera avec moi tout à l'heure à 19h30? Alors, ce sera encore moi. Très bien. Eh bien, à tout à l'heure, mon cher Abdelkarim. À Avec, j'espère, encore de meilleurs résultats. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon. Merci. Soyez les bienvenus, les amis. La question du jour, je vous la rappelle. Yasser Louati, Soraya Rachedi, Habiba Bigdad, à propos de la Cisjordanie et de l'annexion de la Cisjordanie. La bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue, alors qu'on apprend que Paris, Rome, Madrid et Berlin préparent une action commune en cas d'annexion de la Cisjordanie. D'ailleurs, on verra tout à l'heure dans une vidéo ce qu'a dit. C'était limite menaçant. Celui qui s'est un peu trompé de parlement, Meir Habib, qui a quand même pas hésité à un petit peu intimider le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pour l'instant, il est 17h45. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Merci d'y rester d'ailleurs. Pelouse des Invalides. Vous connaissez, vous avez déjà été? Évidemment, sympa. On peut s'y arrêter. On peut voilà, se reposer un petit peu. Bah, voici ce qui se passait. Et voici comment la police a tenté de faire respecter la distanciation physique. Regardez les images. Vous êtes trop sévère en fait. Bon, les contrôles sont plutôt sympas là-bas. Vous avez remarqué que c'est beaucoup plus sympa que dans le 93 ou ailleurs. On vient retrouver nos amis parce que ça fait quand même 2 mois et demi qu'on les a pas vus, donc on est quand même très contents de se retrouver. En même temps, c'est les Invalides. Ouais. On est dans le 7e. Non, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Quand on est dans des lieux publics et que là, je suis toute seule et tout, là, je fais hyper attention. Enfin, je mets des masques et tout. Voilà, je touche personne et tout. Mais c'est vrai qu'avec les amis, c'est très compliqué de pas avoir de contact. C'est vrai que pour l'hygiène et la sécurité, c'est pas très glorieux. Mais après, on peut comprendre parce Mignon. que 2 mois confinés, c'est pas évident. Oh oui. Et on a besoin de sortir pour faire un petit peu la fête, sachant que les boîtes de nuit sont fermées, notamment. Ouais, Pour moi, en faut effet, il y a ouvrir les beaucoup de monde. C'est vrai qu'on n'a pas trop respecté au début. On est entre amis, donc on oublie forcément un petit peu vite. Mais après, quand les policiers sont venus, on s'est écartés, on s'est mis à 1 mètre de distance. Franchement, ils nous ont mis en garde, ça se passe super bien. C'est mignon. Ils sont sympas, la police, à Paris, du tout. Les gens Ça donne envie. ont tout fait pour la prévention et tenter de rétablir 1,50 m. 1m50, j'ai pas l'impression. Oui. On s'est regroupé avec des amis tout simplement pour fêter un anniversaire. Faut qu'ils continuent de retourner à l'école. Donc on a décidé Réprimandé. de faire un groupe de 10, parce qu'avant on était plus de 10. On pense à chaque fois qu'on est assez loin, et puis après ils reviennent, ils disent non, vous n'êtes pas assez loin. Et donc, alors s'il vous plaît, éloignez-vous. Maintenant on respecte. Voilà, bon, voilà un petit peu les images de cette pelouse des Invalides avec ces gens qui ont été contrôlés, où on a tenté de faire respecter donc cette distanciation physique et non pas sociale, comme on le dit partout. Yasser Louati, toi qui as été contrôlé aussi à plusieurs reprises dans ton passé lointain, et même pas si lointain d'ailleurs, ça a l'air sympa les contrôles à Paris, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoutez, c'est plutôt la garderie, c'est bon enfant, et quand on pense... Ouais, c'est sympa. Non mais ça montre encore la relation qui est établie entre le groupe majoritaire et la police. Et quand on voit que, en fait, le comportement de la police dans ces moments-là montre la nature des rapports de force. Parce qu'ils savent très bien que la population blanche n'acceptera jamais que des jeunes blancs se fassent tabasser par la police alors qu'ils étaient sur une pelouse. Mais quand c'est Mohamed ou Mamadou ou Fatoumata qui sont en bas de leur immeuble parce qu'ils habitent à 5 dans un F3 et qui se font tabasser par la police, on dira ça, c'est pas gênant. C'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas sortir. Donc c'est encore une fois une question de perception de quel corps on peut briser et quel corps il faut respecter. C'est vrai. Habiba, on est d'accord ou pas? En fait, ce qu'on considère un truc comme extraordinaire, le contrôle, et ben normalement ça devrait être ça.
Ça devrait être ça, un contrôle de police, c'est-à-dire faire de la prévention. Et on devrait avoir ça aussi dans nos quartiers. Et la réalité, c'est qu'il y a tellement une appréhension de la part créée par la police envers les jeunes que justement ça se passe jamais comme ça. Et on n'est qu'à le regretter qu'on n'ait pas de police de proximité, plus d'agents de terrain mais sur place. Nous, on l'a vu sur Nanterre ces derniers jours avec des policiers de la préfecture de police de Paris qui viennent à Nanterre provoquer. Il y a une provocation qui a été faite envers les jeunes et même des moins jeunes. Quand il y avait des gens, ils faisaient juste leurs courses. C'était avant la rupture. Il devait être 18h, quelque chose comme ça, 19h, où les gens faisaient leurs courses, où ils ont lâché quand même des bombes lacrymo, alors ils sont pas du terrain. Et donc, le maire a demandé à la préfecture de police de Paris de ne plus envoyer ces brigades-là, parce qu'on travaille bien avec la police de Nanterre, qui est une police nationale, mais de Nanterre. Et c'est ça la difficulté, c'est que aujourd'hui on a des policiers qui viennent sur le terrain, donc à Nanterre ou ailleurs, pour provoquer. Ils ne connaissent pas les jeunes, ils ne connaissent pas le territoire et viennent justement chercher un petit peu l'embrouille. Et moi je le dis tranquillement. Oui, mais ça a raison de le dire tranquillement. C'est aussi l'émission qui le permet aujourd'hui dans le Grand Forum. On dit les choses tranquillement et sans langue de bois. Voilà. Alors, Soraya, les contrôles, c'est sympa à Paris. Hein. C'est beaucoup mieux qu'à Tremblay. Hein. Bah écoute, là je me suis dit waouh, la police traite des jeunes comme des êtres humains. Le concept est pas mal. Donc j'adhère à ce comportement. Ouais, c'est cool. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Abiba, je suis d'accord avec toi. Quand il y avait la police de proximité dans certains quartiers, les relations n'étaient pas du tout celles qu'elles sont aujourd'hui. Pas du tout, parce que justement, c'était des fonctionnaires qui venaient du quartier ou qui connaissaient très bien le quartier. Ils avaient une relation humaine. Est-ce qu'on peut dire quand même, est-ce que vous me permettez ce petit message? Effectivement, on est en train de parler, et à juste titre, du rôle de la police dans les quartiers, qui est absolument lamentable. On la dénonce depuis de nombreuses années. Moi, j'aimerais dire à tous ces frérots de quartier, si vous voulez que les mamans arrêtent d'avoir des larmes qui coulent le long de leur visage, arrêtez vos conneries avec ces motocross. Non seulement vous emmerdez le monde, et en plus vous savez pas vous savez pas vous en servir, et après se créent des accidents et des mamans qui malheureusement pleurent la perte de leur fils. Donc arrêtez vos conneries avec ça, si possible. Voilà. Allez, pub, on est de retour très vite, à tout de suite sur France Maghreb 2. Ouais. Bah oui, mon vieux. 51. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Partagez mon petit coup de gueule, là, vite fait. Yasser, franchement, les motocross, ça commence à suffire. Non, mais c'est pas ça commence à suffire, ça fait des années que ça pose problème. Enfin, moi, le premier, bien sûr, il faut le dire, on doit le dire, Yasser. Non, mais de toute façon, il y a certaines vérités qui doivent être dites et que des gens ne veulent pas accepter, soi-disant parce qu'il faut montrer une certaine solidarité. Ce problème de motocross, je le vis au quotidien. J'ai habité à Colombes sur une nationale. L'été, on ne dormait pas. Et c'était le CR, le comment ça s'appelle, le YZ et le T-Max. Et c'était infernal toute la nuit. Moi, le premier, mon fils a failli se faire renverser. Je tiens mon fils dans les mains. Ils sont en train de bombarder en scooter entre les voitures sans casque au feu rouge. Heureusement que j'ai eu le réflexe de me retourner pour tirer mon fils. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et pourquoi, Yasser? Je te pose une question. Selon toi, pourquoi? Pourquoi il y a ce phénomène de motocross dans les quartiers? Mais non, mais attends. Le pourquoi, l'ennui, la sensation de vitesse, etc., il y a une explication sociologique là-dessus. Ça, je l'entends. Peut-être qu'il faut traiter le problème à la source, tout simplement. Non, mais... Parce que si on règle le problème à la source, justement, ce problème-là disparaîtrait directement et logiquement, en fait. Je suis motard, moi aussi. D'accord. Et j'étais motard quasiment depuis l'adolescence. Donc là-dessus, on ne pourra pas faire le procès. Je ne connais rien à la moto. De la moto, j'en ai toujours fait. Sauf que bombarder avec un CR 250, voire plus, dans un quartier où je sais que j'ai les mamans qui sont avec leurs courses, j'ai les gamins qui sortent des écoles, il y a un moment, je ne peux pas cautionner ça et dire oui, mais il faut expliquer, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire de la moto. Il y a des terrains pour ça. Il y a des terrains, tu sors un peu, tu descends au sud de Paris, tu vas un peu plus à l'ouest, il y a des terrains pour en faire. Mais il y a un moment, il faut te dire, celui que je vais renverser, ça risque d'être mon voisin. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que Soraya, Biba, Yasser nous dit, voilà, effectivement, nous, on est là pour dénoncer ce qui se passe dans les quartiers. On le fait d'ailleurs. Mais on se doit aussi, parce qu'on
on est des gens qui aiment la justice, de dire la vérité. Et par Oui, souci de de solidarité, responsabiliser un on doit dire minimum, aussi bien les sûr. choses qui vont pas dans ces quartiers. Moi aussi, j'y habitais les quartiers populaires. Et moi aussi, comme dit Yasser, tu pouvais pas dormir les fenêtres ouvertes. Non, avec des motos qui emmerdent le monde. Non, 20 rue Molière à Neuilly, je sais pas si c'est les quartiers populaires. Mais j'y habitais, tes conneries, j'ai habité Pantin, 4 chemins, 15e étage, frère. Oh la vache. Ah oui, Sans ascenseur. ah oui. Non, avec ascenseur. Pourquoi que des fois on n'avait pas. Enfin, ça dépend des week-ends. Mais non, mais cela dit, je t'assure que vraiment les motos le soir, pendant l'été, c'était une horreur. Tu dormais pas. Il y a des trucs en plus qui trafiquent parce que ça fait un bruit d'enfer. Voilà, tout ça, il faut dire stop, quoi, parce que il y a des accidents. Ils se mettent en danger eux-mêmes. En plus. On veut dire, on a grandi dans la culture hip-hop, la fameuse phrase « Combien d'amis se sont déjà tués en moto ?» On a tous un pote qui est mort en moto. On en a tous un, ou qui a fini handicapé, ou qui a eu la hanche déplacée, ou qui a jamais pu retrouver la voie. Etc. On a grandi avec ça. Donc, il y a un moment, moi je dis, les gars, arrêtez avec ça. Vous voyez bien que vous mettez en danger, ceux qui habitent là, et si la police vous coupe la route, c'est quasiment la mort assurée. Comment est-ce que tu vas rebondir sur le bitume quand tu es à 90 km/h et tu tapes un poteau avant de tomber? Il y a un moment, prenez la... Il y a les explications, mais il y a aussi les faits, ma chère Soraya. Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, qui est de responsabiliser ces jeunes. Après, moi, je suis pas sur ce terrain-là. Je me dis juste que, regardez, on va parler juste d'un autre phénomène qui est, voilà, les jeunes qui vendent de la drogue. Ok, c'est pas bien. On le sait tous que c'est pas bien, qu'il faut les responsabiliser, qu'il faut aller les faire travailler, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se focaliser juste sur ce qui est le produit, finalement, de quelque chose, et qu'il faudrait non seulement responsabiliser les jeunes d'un côté, mais aller à la source du problème de l'autre. Et c'est ça qui arrêtera. Non, mais la source, Soraya, aujourd'hui, tu non, vois. mais ça, on l'entend. Tu parles à quelqu'un, veut dire, bien sûr qu'on parle de la responsabilité de l'État, du fait que certains quartiers, il n'y a aucun loisir. Moi, je me rappelle, on a fait du free fight à la MJC sur du carrelage. On terminait, on avait les genoux on était ruinés. J'ai encore mal. C'est une vraie petite caïra, Yasser, en fait. J'ai encore mal 10 ans plus tard. Donc, c'est la question. Je sais que les espaces de loisirs et de la culture, de toute façon, dans une république bourgeoise, l'accès à la culture par les classes populaires est perçu comme un luxe par les riches et la bourgeoisie. On le sait qu'il n'y a pas d'accès au théâtre, que les cinémas coûtent cher, que les bibliothèques ne sont pas nécessairement ouvertes quand il le faut. Ça dépend où, ça dépend où. Par contre, il faut à un moment prendre ses responsabilités quand on enfourche sa bécane et qu'on se retrouve renversé ou qu'on fait prendre des risques à ses voisins. En fait, je suis d'accord avec toi, il faut juste prendre en compte un autre élément du fait de leur âge. Et je dis pas que il faut les faire grandir, etc., etc. C'est-à-dire que si tu prends un enfant, un préado ou un ado qui est blanc, qui est privilégié, il aura cette même notion de non-responsabilité et ce goût au danger, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais il faudra aussi éduquer sur ça. C'est-à-dire que non seulement, en fait, il y a justement cette personnalité adolescente qu'il faut gérer dans un contexte social qui est hyper compliqué. C'est-à-dire que quand tu as un enfant qui... Soraya, il y a deux temporalités. Il y en a deux. Il y a celle de l'immédiat où tu as un jeune qui se met en danger. Tu sais, écoute, j'ai encore des marques, j'ai roulé en bécane sans frein carrément. Non, mais j'ai encore des marques, je roulais en bécane sans frein, sans casse. L'inconscient du jeune de banlieue. Alors pourquoi Pourquoi, Yasser, tu faisais ta caïra de base? Non, c'était pas. Parce qu'il y a toujours la recherche de sensations, la recherche d'adrénaline, le fait que l'ennui, etc. Ça ne veut pas dire que j'avais. À l'époque, il y avait personne pour me dire ne le fais pas. Aujourd'hui, on voit que 20 ans plus tard, on voit que la moto a tué combien de personnes dans les quartiers populaires. On ne peut pas écouter. Beaucoup trop. Il y a un moment. Écoutez, il y a un moment. Pourtant, ça n'empêche pas les jeunes de le faire. C'est ça, c'est-à-dire d'abord une à la fois. D'abord une à la fois. Deuxièmement. Calmez-vous. Non, mais deuxièmement, si c'est pour me dire oui, mais faut expliquer. Non. Parce que j'aimerais terminer là-dessus. Il y a deux temporalités. Stop, tu termineras après. Excusez-moi, mon ordinateur est au ralenti parce que... Pardon. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Donc, on peut reprendre. Bagarre dans le LGF. Il y a bagarre dans le LGF, les amis. Donc, je disais, il y a deux temporalités. Et Soraya Rachedi. Alors, à propos des bécanes. Il y a deux temporalités. Il y a l'urgence de maintenant de jeunes qui sont en train de se mettre en danger et qu'il faut sauver.
Il y a la temporalité de prendre ce que l'État ne veut pas faire ou fait subir à des quartiers populaires en les privant d'accès aux ressources, que ce soit l'éducation, le travail, la culture, les loisirs. On sait très bien que là-dessus, c'est plus des discriminations, c'est carrément un apartheid social qui existe. Néanmoins, il y a un moment, il faut dire, est-ce que à la mère qui a retrouvé son fils coupé en deux ou qui sera infirme pour le restant de sa vie, est-ce qu'on va lui dire « Oui, mais vous savez, c'est la faute de l'État, etc. » Pour elle, ça ne parlera pas, ça. Ce qu'il faut prendre, il faut quand même se dire les choses quand ça ne va pas. C'est comme lorsque, par exemple, j'ai pointé du doigt les défaillances du monde associatif ou les défaillances des organisations religieuses. Tout le monde a hurlé « Oui, mais il ne faut pas le dire, etc. » Il y a des choses qui ne sont pas plaisantes à dire, il faut quand même les dire. Parce que l'État, il se contrefiche de la vie de nos jeunes et de nos petits frères, ils s'en foutent tout ça. Qu'un motocross renverse mon fils ou le tien, ça, ils s'en fichent. Oui, je dirais encore, c'est les bouts nuls entre eux. C'est ça. Maintenant, et je suis d'accord avec toi, Yasser, juste pour conclure ce que je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi, Yasser. En fait, et tu as souligné une phrase qui est pour moi très représentative de ce problème, c'est que tu as dit, si je faisais ça, c'est parce qu'il n'y avait personne pour me le dire. Personne pour me prévenir. Et en fait, je pense que la meilleure pédagogie à avoir au niveau de notre niveau, c'est-à-dire du premier pan duquel tu parlais, et non de l'État, c'est d'avoir une action sociale avec eux et non pas de les fustiger et de leur crier dessus en mode c'est pas bien ce que vous faites, les gars, rentrez chez vous, mais justement de les accompagner et de leur dire et de prendre en compte leur structure en fait psychique de leur âge en fait tout simplement parce que après voilà il y a un attendez, Habiba, est-ce qu'il y a pas place une? Je suis d'accord avec toi, Yasser. Habiba. Moi, je suis d'accord avec Yasser sur la dangerosité et l'inconscience de ça et les risques qu'on fait prendre à soi-même et aux autres. Sur le discours, on les a pas prévenus. Je suis désolée, mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yasser, on connaît tous des gens qui sont décédés sur des motos, voilà, sur des rodéos et tout ça. Donc les jeunes, ils sont bien conscients de tout ça. Ils l'ont vécu même dans leur propre chair, des voisins, des amis très proches. On les voit quand on fait les marches et tout ça. Donc, et ça les empêche pas de recommencer. En termes de prévention, pareil, il y a la prévention routière qui vient dans les collèges, qui vient justement rappeler un peu les règles. C'est aussi pour les sensibiliser par rapport à ça. Donc, on peut pas dire non plus qu'ils ne savent pas. Donc, ça relève vraiment du côté vraiment de la sensation, de l'interdit, voilà, de l'adolescence. Parce que en revenant aussi sur le côté, il n'y a pas d'action culturelle ou sportive et tout ça. Moi, j'ai parlé pour ma ville, à Nanterre, que je connais bien, avec un dispositif et des budgets énormes en termes d'accès à la culture, au conservatoire, aux équipements sportifs. Mais vraiment, il y a de tout et pour tout le monde. Toutes les villes ne sont pas les mêmes, Habiba. On est d'accord. Et pourtant, c'est pas une question d'argent, Habiba. Et pourtant, on a ces rodéos. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi des gens, il y en a certains qui veulent s'exclure aussi, et une certaine culture urbaine. Il faut le dire comme ne veut s'exclure, Habiba. Personne ne veut s'exclure comme ça. Non, mais je dis pas qu'ils veulent s'exclure, c'est que il y a aussi une culture urbaine et il faut aussi l'accepter et qui est dangereuse aujourd'hui. On avait les blousons noirs aussi dans les années 50, dans les années 60. Je veux dire, voilà. Et il faut pouvoir le juguler. Bon. Alors, juste en un mot. Soraya, tu peux nous dire un petit peu quelle est la réaction? J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les auditeurs qui nous regardent sur Facebook. À l'écoute de nos chroniqueurs que j'ai pas lu. Alors attends. Et dans un instant, on va ouvrir le débat du sujet à la une et un invité à la une que va nous présenter Philippe Boyaki. Un invité surprise, les amis. Des commentaires qui me font rire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombée sur un commentaire qui disait Yasser, tu es un kamikaze en moto. Non mais c'est vrai, c'est un kamikaze, c'est vrai. Le mec, il m'appelle à 4h-5 pour arriver 5 minutes à la radio après, c'est un kamikaze, le mec. Oui. Notre de Nadia, tout à fait d'accord. Moi, je suis parti une fois derrière Yasser, il est hyper prudent en deux roues. Vous savez, ceux qui font de la moto, qui aiment la moto, on sait que la carrosserie, c'est nous. On sait qu'au moindre impact, on est éjecté de notre scooter ou notre moto et que, voilà, lorsque tu frappes un poteau à 50 km/h, tu n'as pas beaucoup de chance d'en sortir. Alors, plus tu augmentes ta vitesse et moins tu as de chance. Enfin, c'est logique. Non, mais calmez-vous, tout ça pour dire calmez-vous avec les motos. Pardon, ce qui peut être fait, c'est de trouver le moyen de faire que ces personnes-là se rassemblent et aillent en faire ailleurs. Mais voilà. Non mais il faut ouvrir les circuits. Non mais sincèrement, je veux dire, je sais ce qu'on ressent quand on lève un Z et qu'on est en train de, je sais ce que ça fait. Maintenant, le problème, c'est que franchement, 20 ans plus tard,
on se dit, mais on voit des adultes avec qui on a grandi quand on était au lycée, mais ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus de vie parce qu'ils ont fait le tour de moto en trop. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils n'ont pas plus de vie parce qu'ils ont... Ah, tu parlais d'un point de vue physique, c'est ça? Excuse-moi, je pensais que tu parlais d'un point de vue social. sans rien. Désolé. Non, je te parle. Non. En fait, je veux dire, quand je prends ma moto, sincèrement, et quand tu es, je sais pas, tu es sur le périph' et tu remontes les voitures, veut dire, tu vis avec la hantise de celui qui va déboîter et te couper la route. Donc, tu as une poussée d'adrénaline. Vraiment, c'est que quand j'arrive à destination, il me faut 10 minutes pour que ça redescende, tellement on est. Donc, et sincèrement, je veux dire, on peut que prévenir. Moi, je peux dire qu'une chose. Faites en sorte que ces motos soient prises et qu'elles soient amenées sur des terrains qui sont propres à ça. Faites-vous plaisir. Au moins, si vous chutez, vous chutez sur de la boue ou sur un terrain vague, et c'est pas vous chutez, vous risquez de vous tuer et de tuer un gamin qui n'a rien demandé à personne. Ou une maman qui, veut dire, moi le premier, je me revois avec mon fils, le type est passé au moins à 50 km/h entre les voitures, sans casque, sur une roue, au feu rouge. Et moi, j'ai mon enfant qui est en train de là, je me dis, mais il aurait pu commettre un meurtre, il fout ma vie en l'air et celle de mon fils, et la troisième qui serait la sienne. C'est ça, exactement. Bon, allez, on enchaîne avec notre sujet, mes amis, et cette question que l'on se pose aujourd'hui. Annexion de la Cisjordanie, ça a été annoncé, ça a été plus qu'annoncé d'ailleurs par Netanyahou et par tous ceux qui composent cette politique d'extrême droite dans cette soi-disant démocratie du Moyen-Orient. La question donc, la Cisjordanie annexée, la bataille pour une Palestine indépendante est-elle définitivement perdue? Quelle est la tendance, mon cher Philippe? La question qu'on pose sur Twitter, le grand forum FM2. Alors la tendance, elle n'a pas tellement évolué en fin de compte. Elle est toujours oui à 42,9 et non à 57,1. Très bien. Alors avant d'accueillir vos réactions et celles de notre invité surprise dans un instant, je vous propose de regarder Meyer Habib. Le député de la 17 ans, pardon, le député du Parlement français. Eh bien, voici comment il s'adresse à la France qui tentera une opération avec Berlin, avec Rome et avec Madrid concernant l'annexion. On essaie de s'y opposer. Voici ce que leur dit Meyer Habib et il s'adresse au ministre des Affaires étrangères français. Regardez. La souveraineté israélienne sur Jérusalem, sur le Golan et bientôt, je l'espère à titre personnel, sur la vallée du Jourdain, en fait partie. C'est une décision démocratique approuvée par l'immense majorité des Israéliens. De nombreux pays d'ailleurs européens, je le rappelais, mais aussi arabes le comprennent. Et aussi sont ouverts aujourd'hui à de nouvelles options porteuses d'espoir, comme peut-être le plan Trump. L'extension de la souveraineté, elle aura lieu, Monsieur le Ministre, avec ou sans nous. J'ai longuement parlé vendredi dernier avec le Premier ministre Netanyahou, que j'ai appelé pour féliciter, et c'est 5e mandat, ce qui est absolument énorme. Il est déterminé sur ce dossier, je vous le confirme. Je l'ai dit à notre ambassadeur à Tel Aviv, Éric Danon. Quand je vois, si vous me permettez, qu'un grand quotidien du soir ou certains médias publics, à l'instar de France Inter, première radio de France, propagent des fake news en racontant que Israël est en train de détruire voilà, donc c'est un paramètre. J'en ai pour une minute, Madame la Présidente. Donc je parlais des fake news de France Inter. J'écris d'ailleurs au président du CSA sur ce sujet aujourd'hui. Par le passé, la haine d'Israël a suscité la violence dans notre pays, dans les quartiers et évidemment de l'antisémitisme et pas seulement de l'antisémitisme. On l'a vu à Colombes le 29 avril où 2 policiers ont été percutés et l'auteur de l'attentat a invoqué, je cite, la souffrance palestinienne. Alors, Monsieur le ministre, je termine, Madame la Présidente. Pensez-vous que ce soit vraiment l'intérêt de la France de prendre la tête de ce qui se pourrait apparenter une croisade diplomatique contre l'État d'Israël au risque d'affaiblir la réaction bilatérale qui est bonne en ce moment et notre position au Moyen-Orient comme en Europe d'ailleurs? Je vais revenir sur, très brièvement sur les observations de Monsieur Habib. Il y a une chose que je n'admets pas, Monsieur Habib. C'est la phrase que vous avez prononcée à la fin de votre intervention. Vous avez dit « Je ne veux pas que la France prenne la tête d'une croisade diplomatique contre Israël ». Ce n'est pas acceptable de la part d'un membre du Parlement français. Ce n'est pas imaginable. Voilà, Meyer Habib, donc, et la réponse
Vous avez remarqué sur quoi, qu'est-ce qui l'a interloqué dans tout le discours de Meir Habib? C'est le fait que on puisse, que la France puisse prendre la tête de quelque chose qui s'avérait être contre Israël. Voilà, c'est une honte absolument incommensurable. Meir Habib, on se demande d'ailleurs si parfois il n'est pas à la Knesset plus qu'au Parlement français. Il s'est un peu trompé de Parlement. Voilà. Alors, notre invité surprise est avec nous. Philippe, c'est qui? Affirmatif. Ben, je pense que le mieux, c'est qu'il se présente lui-même. Il s'appelle Serge Grosvac. Grosvac. Je suis dyslexique, hein, je suis vraiment désolé. Il va se présenter lui-même et il est le président d'une association qui s'appelle Juifs Autrement. Vous allez voir, ces combats, ils sont juste surprenants et ceux qui pensent qu'ils peuvent nous diviser entre frères vont être vraiment surpris de ce que Serge et de ses amis ont comme message à donner au reste de l'humanité. Bonsoir monsieur et bienvenue sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, votre nom, parce que pour qu'on soit bien clair, c'est monsieur Serge Grosvac? Oui, c'est bon, tout à fait. Très bien. Alors, votre réaction, justement, au discours de Meir Habib, qu'on vient d'écouter à l'instant, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ça me blesse deux fois. Ça me blesse par rapport à mon pays parce que c'est inconcevable qu'un député français puisse intervenir comme ça pour un autre pays. Voilà, pour moi, c'est déjà de la traîtrise. Mais en plus, c'est un personnage, c'est un personnage public. Il porte une image du juif qui me heurte. C'est pas possible, quoi. Je me sens sali par une telle représentation. Très bien. Alors, la question qu'on pose, avant de recueillir la réaction aussi de nos chroniqueurs aujourd'hui, c'est annexion de la Cisjordanie. Vous l'avez compris, Meir Habib l'a dit. Netanyahou est déterminé sur ce dossier. La bataille pour une Palestine indépendante était définitivement perdue, monsieur Grosvac. Alors, je ne crois pas. Simplement, alors effectivement, Israël bénéficie aujourd'hui, le gouvernement israélien le plus infâme bénéficie d'une situation politique internationale favorable et ils en profitent. Mais je suis convaincu que c'est un combat qui ne peut pas être gagné. Le problème, c'est que comment tout cela va se terminer? Et plus cette tendance avance, plus l'arrivée va être sanglante. C'est aussi ça qui m'anime. Je voudrais une solution la plus humaine possible. Il y a déjà eu suffisamment de souffrance jusqu'à maintenant. Le chemin de la sagesse serait le plus intelligent à prendre. Et ce que je vois, c'est qu'on est complètement à l'opposé de ça. Et du coup, effectivement, l'exaspération, les souffrances, tout ça va exploser un jour. Et j'ajouterais que oui, Israël est très fort au niveau international, très fort aussi parce qu'il mène une politique avec détermination, ce n'est pas le cas des autres. Mais Israël est aussi fragile parce qu'en fait, le peuple israélien n'est pas réellement créé. Il est extrêmement divisé. Et tout ça, ce sont des faiblesses qui vont exploser un jour. Voilà. Ça fait partie des choses qui me font dire cette politique n'a pas d'avenir. Voilà ce qu'en pense M. Grosvac, nos chroniqueurs ici présents. Je vais poser la question peut-être à Yasser Louati sur ce sujet, sur cette question précise, sur l'annexion de la Cisjordanie, sur le fait que la bataille d'une Palestine indépendante est définitivement perdue ou pas, d'ailleurs. C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Qu'en pense Yasser Louati? Bonjour M. Grosvac, vraiment content que vous soyez avec nous. Votre intervention, déjà, elle rappelle que le peuple juif n'est pas homogène, tout comme les musulmans, tout comme n'importe quelle entité. Il y a toujours des courants différents et des désaccords en interne. Donc, avoir essentialisé ou fait en sorte que Israël soit la terre des Juifs, c'était faux et c'est même criminel, parce que ça voudrait dire qu'on rendrait les Juifs responsables de ce que l'État israélien commet dans les territoires palestiniens. Maintenant, pour en venir à la question de l'annexion des territoires palestiniens,
ça ne montre pas l'échec de la lutte palestinienne, ça montre l'échec de la lutte telle qu'elle a été portée par l'OLP depuis plusieurs décennies. Et ça montre qu'ils sont arrivés au bout du chemin. C'est que toutes ces tentatives de passer par le quartet et le tritet et je ne sais quoi d'autre, organe international, pour tenter d'apaiser Israël, alors qu'Israël s'est radicalisé depuis les 30 dernières années en passant de la droite conservatrice vers l'extrême droite, comme on le voit aujourd'hui avec Netanyahou, qui plus est avec un Netanyahou qui est fortement contesté et qui remet en cause toute question de légitimité politique et de comment dire ça, d'état de droit dans ce qu'on appelle Israël. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle forme la lutte palestinienne va prendre aujourd'hui. Et les premiers à y répondre seront toujours les Palestiniens en premier, ensuite leurs alliés. Mais en tout cas, on acte aujourd'hui que Mahmoud Abbas et tous ceux qui sont autour de lui, déjà sa légitimité politique est remise en cause depuis qu'il n'a plus été réélu, et que cette méthode qui consistait à toujours tenter de brosser Israël dans le sens du poil a été un échec total. Mais absolument pas l'échec de la lutte palestinienne pour la libération. Ce n'est pas parce que l'adversaire politique se radicalise vers un extrême qu'il a nécessairement gagné. Absolument pas. Monsieur Rosbach, réaction de ce qui vient d'être dit par Yasser Wati? Alors, d'une façon générale, je m'abstiens de juger les dirigeants palestiniens. J'estime que déjà, il y a un État juif qui prétend leur dicter ce qu'ils doivent faire. Alors, je ne vais pas, moi en plus, en tant que juif, porter un jugement sur les dirigeants politiques palestiniens. L'analyse que j'en fais, c'est que, pour moi, le choix du dialogue n'était pas absurde. D'autant plus que le rapport de force militaire est complètement effondré aujourd'hui. Pour les Palestiniens, il y a une domination militaire israélienne évidente dans la situation actuelle. Donc, de tenter le dialogue, la discussion avec des partenaires n'était pas absurde. Le problème, c'est que le monde n'a pas été à la hauteur. Je pense que, par exemple, Obama avait une bonne idée à l'origine, mais il a été résolument incapable de l'imposer. Israël a su faire le dos rond pendant la période Obama, et pendant ça, il refait un bond en avant. Maintenant, quelle est la solution pour les Palestiniens aujourd'hui? J'avoue que je suis extrêmement inquiet sur le niveau international. J'ai quand même une note d'espoir. Je pense que ce qui est en train de se passer en Israël, et notamment autour de la liste unique qui construit un front, ça peut permettre une évolution du rapport de force et l'ouverture de perspectives. Mais les jours, les mois à venir risquent d'être extrêmement difficiles. Oui. Alors, effectivement, très intéressant en tout cas de vous écouter. Soraya Rachedi, sur cette question précise, sur l'annexion de la Cisjordanie, quel est ton avis? En fait, déjà, je me pose la question de pourquoi relancer le débat maintenant, sachant que Israël connaît, je pense, depuis sa création, sa plus grosse crise économique due au Covid. Et en fait, cette discussion autour de l'annexion, ça peut engendrer plusieurs conséquences, d'après ce que j'ai lu. Donc, 1, l'annulation de l'accord de paix avec la Jordanie. De 2, l'exclusion d'Israël du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Et 3, ça pourrait marquer la mort d'une solution de 2 États entre Israël et la Palestine. Et donc, je me demande quelle est la stratégie au niveau du gouvernement Netanyahou de relancer cette chose maintenant, qui n'est pas nouvelle, je le rappelle. Hein. Ça vient de ce qu'avait proposé Donald Trump. Je ne sais plus comment il appelait ça, le deal du siècle, c'est ça? Oui, c'est ça, le deal du siècle. Au mois de janvier. Ouais, c'est ça. Donc, là, en fait, ce qu'il est en train de faire, Netanyahou, c'est d'appliquer dans les faits dans les faits, ce qui a été dit en théorie par Trump. Les partis qui veulent annexer, comme vous l'avez dit, sont dominés militairement par Israël. Donc en fait, là, c'est une annexion, c'est une officialisation de cette domination, en fait, qui est très grave. On est d'accord? Et au niveau de l'espoir, est-ce que j'ai de l'espoir ou pas? Dans l'état actuel des choses, politiquement parlant, non, j'ai pas de l'espoir. Sachant que le plus gros allié d'Israël, c'est les États-Unis, et c'est un peu eux qui tirent toutes les ficelles. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que la Jordanie ne risque pas de rompre cet accord de paix, puisque les États-Unis derrière fournissent des milliards à la Jordanie pour
maintenir ce semblant de paix. Et par contre, s'il y a un espoir, à mon niveau, c'est au niveau du peuple et des peuples. C'est ce que je peux dire. Tout doit venir du peuple. Est-ce que M. Grossbach partage ce qui va être dit par Soraya Rachedi avant que Habiba Bigdad ne s'exprime? Serge? Alors, en partie. Alors, je partage totalement que la Jordanie n'a aucune possibilité de prendre une position réfractaire. C'est pas possible aujourd'hui. Ils sont à la merci d'Israël et des États-Unis. Mais s'en remettre à la réaction des peuples, c'est ne pas tenir compte quand même d'un certain nombre de rapports de force. D'une part, le rapport de force militaire aujourd'hui et financier. Alors tout ça peut être basculé avec la crise économique qu'on nous annonce pour très très bientôt, qui va être un tsunami mondial. Et effectivement, là on n'a pas connaissance de l'effet de cette crise qui peut tout bouleverser très très rapidement. Mais si on regarde effectivement les choses au jour d'aujourd'hui, parce que le reste est hypothétique, Israël est dans une position de force et il faut jouer le temps, ça ne durera pas. Ça j'en ai la conviction. Il faut reconstruire des stratégies, ça ne durera pas. Et quand je dis reconstruire des stratégies, c'est toujours dans cette idée d'un aboutissement le moins cruel possible. Je pense que, voilà, il faut Si je parle de la force des peuples, c'est notamment par rapport à la question de la Jordanie, parce que la Jordanie, certes, avec son alliance avec les États-Unis, etc., ne risque de rien annuler du tout, mais il y a des analystes qui montrent qu'il y a une possibilité de retournement de la situation vis-à-vis de la Jordanie par rapport au peuple le peuple jordanien, les réfugiés palestiniens qui vivent. Il y a un gros pourcentage de Palestiniens qui vivent aujourd'hui en Jordanie et qui sont jordaniens de fait de nationalité aujourd'hui. Et cette pression du peuple risque de changer les choses au niveau du gouvernement jordanien. C'est sur ce point que j'aimerais bien écouter Habiba Bigdad sur ce sujet, sur cette question. Oui, donc sur la question de l'annexion et puis sur la question déjà de l'espoir, on aurait tendance à dire qu'on peut ne plus avoir d'espoir puisque le projet de Israël depuis sa création, c'est de totalement écraser la présence palestinienne sur l'ensemble du territoire. Là, on a vu la carte, là on voit que petit à petit le territoire palestinien, et ça j'ai envie de le dire, qu'on arrête de dire les territoires palestiniens. Il y a un territoire palestinien. Et nous-mêmes, quand on dit les territoires palestiniens, on part du principe qu'on est sur plusieurs morceaux, alors qu'à la base, il y a un territoire palestinien. Donc, quand on voit le territoire palestinien être morcelé petit à petit depuis 1948, de sorte à ce que déjà, on parlait donc de la Cisjordanie, donc de la bande de Gaza, sous, on va dire, sous embargo, c'est une prison à ciel ouvert où effectivement l'État palestinien. Pardon, Habiba, je suis obligé de te couper parce que voilà, on doit remercier Serge Grossbach d'avoir réagi en direct avec nous parce que je dois absolument rendre l'antenne maintenant. J'avais pas vu l'heure, pardon. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Grossbach, d'être intervenu sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Juif autrement, vous êtes donc le président de cette association. À très bientôt. On aura plaisir de vous avoir invité en studio pour une prochaine. Les amis, on termine tout de suite le live avec nos amis. Bien sûr, tu pourras terminer, mais juste je suis obligé de rendre l'antenne tout de suite. Mais on reste en live sur Facebook, bien entendu. Si vous voulez écouter Habiba et la suite de son raisonnement, c'est sur Facebook que ça se passe, France Maghreb 2. Christophe, le Grand Forum. Dans un instant, Medjed. On se retrouve dans un instant pour parler islam. Ciao et à demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. J'ai vu l'heure. Oula. L'alarme rouge sur mon écran d'ordinateur. Attention. Habiba, je t'en prie, vas-y. Bon, je vais pas être très longue. Donc du coup, c'est juste pour un peu voir un peu la progression en fait de l'État d'Israël sur les annexions au fur et à mesure depuis 1948. En Cisjordanie, qui est censée être dirigée par l'État palestinien, il y a
beaucoup de colonies qui sont installées. Et l'objectif, c'est que, in fine, une fois que les colonies sont installées, et d'avoir l'annexion, comme on vient de l'entendre, dans une stratégie du gouvernement, en fait, où il n'y a pas de gouvernement depuis un moment, il y a une crise politique en Israël déjà depuis plusieurs mois. Ils ont enfin réussi à se mettre d'accord avec Gantz, il me semble, Netanyahou et Gantz, et leur projet, c'est ça, en fait. C'est la crise du Covid, la crise du Covid, et on annexe une partie de 30% de la Cisjordanie, et avec le feu vert des États-Unis. C'est-à-dire que ils peuvent y aller, quoi. Donc c'est pour ça on peut dire qu'on n'a pas d'espoir. En même temps, il y a une résistance palestinienne. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui militent pour leur pays, pour leur État, c'est les Palestiniens. Donc, si eux, ils ont de l'espoir, nous, on n'a pas le droit de pas avoir d'espoir. Donc, on doit continuer à militer, on doit continuer avec le BTS, on doit continuer à dénoncer cette colonisation. BDS, oui. Boycott, je sais pas, j'ai pas dit ça. Boycott des investissements et sanctions. Il faut continuer à militer, continuer à mobiliser nos gouvernements. Moi, je suis contente que la France, avec d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, et il me semble même la Pologne, au niveau à l'ONU, et tirer la sonnette d'alarme. C'est ce qui a justement énervé Meir Habib, que la France justement ait dit son mécontentement, et que même le responsable des affaires étrangères de l'Europe ait dit son mécontentement quant à ce projet. Et il est là aussi notre rôle, donc de soutenir les Palestiniens, les Israéliens aussi, hein, qui sont contre cette annexion et qui veulent eux aussi vivre en paix. Et il est là notre rôle, et il faut que nous aussi on ait de l'espoir. Bon. Eh bien, écoutez, on n'a pas fini d'en parler, en tout cas, parce que, en tout cas, je pense que la messe est dite. Hein. Ils ont continué de vouloir annexer et de continuer encore et encore, toujours et encore. En tout cas, si Joe Biden passe aux élections des États-Unis, je suis pressée de voir comment il va se positionner par rapport à cette question, parce qu'il condamne complètement les annexions et la manière dont Netanyahou gère les choses. Donc, j'ai hâte de voir. Sauf que Joe Biden ne passera pas, évidemment, à la présidence américaine. Il a des chances, il a des chances. Non, mais il n'a aucune chance, Soraya. Arrête Même tes les conneries. démocrates n'y croient pas, arrête. Personne ne voit Joe Biden à la présidence américaine. À part Soraya Racheli. Mais personne n'y Les croit. démocrates déjà veulent un remplaçant Biden. Je lance ma carte, je reste sur ce pari, on verra bien de toute façon. Très bien, de toute façon, tu as tout à perdre là, pour le coup. Bon, voilà. Alors, pour finir cette émission, on va la finir en beauté, en légèreté, en vous remerciant tous de l'avoir suivi. Et pardon pour nos petits défauts en ce qui me concerne. Évidemment, depuis le début de ce ramadan, je vous cache pas que physiquement, c'est extrêmement dur pour moi. Ça a l'air beaucoup plus facile pour mes camarades. Mais voilà, écoutez, c'est le métier qui rentre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Quoi qu'il arrive... Ouais, non, moi, je vais vous dire, mon principal problème, je le dis honnêtement, hein, c'est pas la soif ni la faim. Moi, c'est la nicotine, mon principal problème, mon Yasser. Et tu peux pas savoir dans quel état ça me rend. Ça veut dire que c'est de ta faute. Bah oui, je sais que c'est de ma faute, mais bon, voilà. C'est un peu pourquoi comme toi. Tu montes en normal. Voilà. Mais pourquoi tu roules en moto, hein? Pourquoi tu roules vite en moto et sans casque? Faut que t'arrêtes, quoi. Non, mais ça, c'était il y a 20 ans, arrête tes conneries. Voilà, c'était il y a 20 ans que j'ai fait cette connerie. Eh ben, c'était il y a 20 ans que j'ai fait cette connerie de commencer la cigarette. Voilà. Comme quoi. Il y a 20 ans, on faisait beaucoup de conneries. Alors, tiens, pour finir en beauté, Habiba, que mange-t-on ce soir en ce 28e jour de Ramadan? On sait plus quoi manger, on en a marre de la soupe, etc. Eh ben, toujours la soupe, la harira. Attends, mais ça, c'est basique. C'est c'est la harira. On va manger des brérir, des crêpes amicou marocaines. Ah ouais. Voilà, et puis... je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. On va peut-être faire des briques encore ou des petits sandwichs. On va voir. Très bien. Bon, Yasser Louati, toujours très végétarien. Madame Louati, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Bah voilà. Attention, t'as les féministes qui vont sortir de leur gond là. Non, c'est elle a le droit de cuisiner. Ouais. Non, elle a fait à manger, moi je fais la vaisselle. Voilà, c'est bien. Et ben moi, elle a fait à manger et c'est le lave-vaisselle qui fait la vaisselle. C'est pas mal. Par contre, je la range. J'allais dire, elle a fait à manger et moi je mange. Ça aurait été pas mal. Bah oui, aussi, bah si, surtout d'ailleurs. Mais par contre, moi, je range, je vide le lave-vaisselle. Tu ronges? Non, je vide le lave-vaisselle. J'ai compris. Soraya, fais la maline. Que mange-t-on ce soir? Bah là, ces derniers jours, c'est en pleine préparation, bien qu'il n'y ait pas de ride officiellement. Enfin, il y en a un, mais il n'y a pas
pas à l'ampleur Bref, en tout cas, on fait les gâteaux, là. C'est ce que je voulais dire. On est en pleine confection de gâteaux algériens, maghrébins, etc. Et sinon, ce soir, pareil, soupe. Désolé, Yasser, un petit peu de poulet. Et une salade, je pense. Avec une part de féculents, je sais pas, peut-être des pommes de terre. Je sais pas ce que tu loupes pour Yasser. Une bonne tranche de viande rouge. Franchement, je vais dire un truc, ça fait des années. Franchement, ça me manque même pas, quoi. Rien, même pas. Même pas une tentation, rien. Et Philippe aussi, il est végétarien. Yes. Ouais, donc il a deux numéros. Un moteur et végétarien. Non, pour être complètement honnête, je suis plutôt flexitarien. Je me force. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce mot? J'ai jamais entendu. Flexible, végétarien. Il est flexible, quoi. Ça dépend. Voilà. Moi, ça m'a rappelé Flexi au Bled, là, en Algérie. Mais nous sommes ici en France. Hein, fais un petit peu plus de manifestations de gilets jaunes, tu vas voir la distanciation, comment ils te la donnent les CRS. Il y a un commentaire là, et les crêpes kabyles, jamais? Ah si, chez nous, chez moi. Non, alors j'aimerais bien savoir, c'est quoi les crêpes kabyles? C'est quoi? C'est les mitrous. Bouge pas. Ah bah c'est brûlé, c'est ça? Bah oui, c'est pareil, exactement. Hop, voilà Christophe, on n'est plus tous les deux. Voilà, je puisse finir ma phrase. C'est malade. C'est des ils sont fous ces gens-là. Non, je disais que je me force à manger une fois de la viande par semaine parce que sinon je peux pas donner mon sang. Ouais, sinon tu peux pas donner ton sang. Ah oui. Ah bon? Le fer. Ouais. Le fer. Ouais, le fer, les globules rouges, etc. Enfin, il y a plein de choses. Le fer, tu le prends ailleurs, tu le prends dans les lentilles, par exemple. Ouais, je sais bien, mais il y a d'autres. J'ai oublié le terme exact, mais que tu trouves quasiment que dans la viande. L'hématocrite, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une galère de fou. C'est une galère. Okay. Donc, bon, en tout cas, quel que soit mais votre repas bien ce soir. mixée. Je ne veux pas la voir, la viande, elle est bien mixée, etc. Et voilà. Comme les bébés. C'est ça, vraiment ça. Quel que soit votre repas, mangez bien et à votre faim et profitez-en parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne mangent pas à leur faim et il faut surtout penser à eux. C'est aussi ça le mois du Ramadan, le mois du partage et de la générosité. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la dernière. Alors non pas la dernière tout court, mais la dernière du Ramadan d'une part. Et deuxièmement, on prend une petite semaine de vacances bien méritée. Je vous le cache pas, les amis. Fatigué, voilà. On n'en peut plus. On est au bord de la crise de nerfs. Pour revenir le 2 juin. Le 1er juin, pardon, dans nos studios, normalement à Paris. Si on n'est pas reconfiné d'ici là, on ne sait jamais. Si on n'est pas reconfiné. Bah oui. Du coup, Abiba, qui n'est jamais venu dans nos studios, encore. Si, ça fait très longtemps. Mais pas avec moi. Pas avec moi. Ah, je crois que c'était toi. Hein. Ah bon? Il y a 2 ans. Ah d'accord. Bon. Bah écoute, on verra ça. On se remémorera nos souvenirs d'il y a 2 ans. Abiba, merci beaucoup Yasser. Merci à toi Christophe. Merci Soraya, Saraf Tolkom. À tout le monde. Merci Christophe. Et rendez-vous demain avec Farid Temsamani et avec Emmanuel Dupuis qui sera avec nous demain sur France Maghreb 2. On va parler un peu géopolitique, les amis. Bonne soirée à tous. On vous a mis en lien les derniers liens qu'on vous a mis là sur Christophe Le Grand Forum et France Maghreb 2. C'est l'arrestation de Stéphane Espic. S'il vous plaît, partagez-la parce que c'était juste extraordinaire ce qui s'est passé et les blocages de nos vidéos de ce matin, c'est pas anodin ce qui s'est passé et on est en démocratie, donc faites vivre la démocratie. Christophe Le Grand Forum. Christophe Le Grand Forum. Absolument. Merci mon Fifi, merci à tous. Rendez-vous demain 17h et je vous retrouve à 19h tout à l'heure pour parler islam avec le professeur Samir Abstab tout à l'heure. Salam. Ciao, ciao. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.